Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Sciences Po pour cette première journée de la Paris Climate and Nature Week. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir dans l'amphithéâtre Boutmy pour aborder un thème dont on parle beaucoup, mais que l'on comprend mal, le backlash écologique, ou en bon français, le retour de bâton face aux politiques climatiques. Depuis quelques années, il y a un paradoxe assez saisissant qui s'installe, et on voit que, alors que l'environnement demeure l'une des toutes premières préoccupations des Français, d'après les chiffres du Cevipof, c'est la troisième après le pouvoir d'achat et la sécurité, que les politiques climatiques locales, nationales ou européennes se sont multipliées et améliorent nettement notre situation sur le plan climatique, on voit une montée de la résistance à ces politiques qui semble s'amplifier, que ce soit dans la rue ou dans le débat politique. Souvenons-nous de sa première manifestation saisissante en France avec les Gilets jaunes, qui s'en est suivie par le développement d'un discours politique construit sur la notion d'écologie punitive, ou encore d'un retour d'un discours climato-sceptique qui gagne de plus en plus de terrain. Alors comment comprendre ce phénomène ? S'agit-il d'un rejet de l'écologie elle-même ou d'une contestation des conditions dans lesquelles elle est menée ? Et plus profondément, que nous dit ce backlash de nos démocraties et de nos capacités à gouverner la transition ? Ce soir, nous allons tenter d'éclairer ces questions en croisant l'expérience politique, l'analyse philosophique et la recherche en sciences humaines et sociales. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir 3 invités dont les parcours et les regards se complètent remarquablement. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de la Transition écologique, aujourd'hui députée du Pas-de-Calais, qui a été en première ligne dans la mise en œuvre et parfois dans la défense des politiques climatiques. Pierre Charbonnier, philosophe, chercheur au CNRS à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages qui font référence, dont le plus récent, La Coalition Climat, paru en septembre, explore les recompositions politiques à l'ère de l'écologie. Et enfin, Théodore Tallant, politiste, chercheur à Sciences Po et à la RT School de Berlin, spécialiste des dynamiques de backlash écologique au sein des démocraties européennes. Alors, nous allons commencer cette session par essayer de comprendre ce phénomène de backlash, essayer de poser un diagnostic et de comprendre ses causes. Je vais commencer par me tourner vers vous, Madame la Ministre, pour vous demander si vous qui avez été confrontée directement à la montée des résistances sur le terrain, si selon vous, il s'agit plutôt d'un rejet de l'écologie en elle-même ou plutôt d'un rejet des modalités de sa mise en œuvre. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Pour répondre très directement à votre question, je pense que c'est surtout le signe qu'on est rentré dans le dur. On est rentré dans le dur au sens où, les effets du dérèglement climatique ne peuvent plus être invisibilisés. De même que d'ailleurs les effets de la pollution, les effets de l'effondrement de la biodiversité. Et 2, les actions les plus faciles pour répondre à ces dérèglements ont plus ou moins déjà été exécutées en tout état de cause dans les grandes démocraties qui ont un niveau de vie élevé. Et donc, ce qui se pose dans ce backlash écologique, c'est plutôt la question des résistances au changement face à une transformation qui est nécessaire, mais qui va être coûteuse, être douloureuse, et qui pose la question de la justice si tu partages de l'effort. Et je trouve intéressant de dézoomer, de regarder ce qui se passe au plan international, comment moi, en tant que ministre, j'ai vécu ce backlash écologique. 2019, l'intérêt pour l'écologie, pour la lutte contre les dérèglements climatiques, augmente très fortement dans les opinions publiques, en tout cas celles dont j'ai à m'occuper, c'est-à-dire au niveau français et au niveau européen. C'est le temps du Green Deal, c'est la présidence française de la Commission, de l'Union européenne qui mène justement à ces 3500 pages de législation sur la planification écologique et qui est vécue par nous, présentée par nous comme la législation la plus structurante pour répondre aux dérèglements climatiques. 2022, guerre en Ukraine, crise énergétique.
les Européens redémarrent des centrales à charbon ou augmentent leur part de charbon, arrivent à trouver 1-2% de PIB à consacrer à la guerre, et la perception des pays en développement qui subissent les conséquences du dérèglement climatique, c'est « vous êtes de dangereux cyniques, vous vous foutez de notre poire ». Ça fait des années que vous dites que vous ne pouvez pas mettre 1 euro de plus pour nous aider à traverser cette crise climatique. Et en 3 mois, vous êtes capable de mettre des milliards d'euros sur la table pour défendre l'Ukraine. Et nous ne voulons pas nous immiscer dans cet enjeu dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Et vous redémarrez des centrales à charbon. Et ça, c'est une grosse claque qui est celle de la COP27, où nous arrivons triomphants en pensant qu'avec notre Green Deal, on va montrer au monde où est la bonne direction de la lutte contre le dérèglement climatique, et on prend un seau d'eau froide sur la figure avec des gens qui sont extrêmement en colère contre nous et qui nous expliquent ça. Et donc, si on décentre, COP28, l'année suivante, nous sommes extraordinairement fiers parce que les Européens ont réussi à créer une coalition avec les pays les plus vulnérables et les petites îles pour obtenir une rédaction qui est « Transitioning Away Fossil Fuels » dans l'accord de la COP. Donc on pense qu'on a réussi à surmonter ce moment de crise, qu'on s'est racheté la confiance des pays les plus vulnérables. Et en fait, c'est la fin pour l'agenda ambitieux, puisque les pays qui dépendent très directement des fossiles réagissent très fortement. Ils ont été un peu pris ils n'ont pas vu venir cette évolution de la COP. Ils pensaient qu'ils allaient avoir le dessus. La COP, souvenez-vous, se déroulait aux Émirats Arabes Unis. Donc on pensait qu'avec une présidence dans un pays qui vit du fossile, ce genre de choses ne pouvait pas arriver. Ça arrive à la faveur de quelques ministres qui prennent la tête du combat. Et ensuite, il est quasiment plus possible d'obtenir des avancées sur les énergies fossiles. Et ça vient à la fois des États qui sont dépendants des énergies fossiles, et ça vient aussi évidemment des entreprises. Et on dit souvent que Trump est une cause de ce backlash écologique. C'est peut-être aussi une conséquence tout simplement d'une tension entre ceux qui ont tout à perdre de sortir des énergies fossiles. Et attention, il faut être précis. Par exemple, le Brésil, qui est un pays aujourd'hui à la tête duquel on a un dirigeant emblématique, Lula, redémarre l'exploitation de fossiles parce que dans son propre pays, il a à faire face à la montée des populismes et à cette question centrale qui est qui va payer, qui porte l'effort et comment on répartit ces efforts entre pays pauvres et pays riches, et au sein de chaque pays, entre les entreprises et les ménages, et au sein des citoyens, entre les plus riches et les plus vulnérables. Merci beaucoup. Donc effectivement, vous nous avez montré que ce backlash et ce retour de bâton, il se fait aussi dans les relations entre États. Vous avez parlé de la question des perdants, qui va payer pour la transition, de certaines catégories d'acteurs qui n'ont pas intérêt à faire avancer la transition. Ça me renvoie au dernier ouvrage que vous avez écrit, Pierre Charbonnier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, en lien avec ce que vient de nous dire la ministre, justement de cette idée de différentes coalitions qui structurent ce front du refus ? Oui, alors c'est très important de remarquer quand on débat de ce backlash que ce n'est pas un phénomène anormal. C'est un phénomène qui, évidemment, qui est regrettable, mais qui est normal dans la mesure où décarboner une société qui a subi un processus, en fait, qui a bénéficié d'un processus de carbonation dans son passé, c'est la tentative d'élimination d'une dépendance qui est réelle. Quand je veux dire d'abord que c'est une dépendance réelle, ce que je veux dire, c'est que cette dépendance n'est pas seulement perçue ou n'est pas seulement d'ordre idéologique. C'est-à-dire, nous croirions que nous avons besoin d'énergie fossile parce que certains lobbies nous en convaincraient. Ce n'est pas un phénomène purement idéologique, c'est un phénomène vraiment matériel. La façon dont on consomme, dont on bouge, dont on se nourrit, dont on se chauffe, c'est encore très largement, même si le cas de la France est assez singulier en raison de son mix électrique, c'est encore très 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 largement conditionné par des énergies fossiles dont la compétitivité fait qu'il est difficile de s'en passer.
dont aussi, qui sont aussi liés à des liens géopolitiques qu'il est difficile de renverser du jour au lendemain. Donc la décarbonation, c'est une désintoxication, et comme toutes les désintoxications, c'est un processus douloureux. La deuxième chose, c'est que ce processus douloureux ne l'est pas de la même manière pour tout le monde. Donc c'est la question, alors, certains ont appelé ça des classes écologiques, moi j'ai préféré par prudence appeler ça plutôt des coalitions, parce que changer de système technologique, avec toutes les conséquences réglementaires, politiques et sociales qui l'accompagnent, cela crée des gagnants et des perdants. On commence aujourd'hui, grâce aux sciences sociales, pas à mes travaux, hein, aux gens qui font de la sociologie, de l'économie, des sciences politiques, de l'histoire aussi, à mieux comprendre qui sont ces gagnants et qui sont ces perdants. Et l'une des choses vraiment importantes que ces travaux nous montrent, et que et là aussi ça va un petit peu à l'encontre de certaines idées reçues, en tout cas de certaines choses qu'on aime bien se raconter dans le mouvement climat, c'est que ce n'est pas seulement en fait, des perdants très très riches, des intérêts industriels et financiers qui se défendent, et puis le reste de la société qui devrait être gagnante, mais qu'on empêche d'être gagnante, c'est très différent. Il existe une partie très importante de la population qui, à très grands traits, correspond à la petite classe moyenne, en fait, hein, dont les budgets, les ménages, hein, sont très largement contraints par les dépenses, notamment énergétiques. Une vieille voiture qui pollue beaucoup, une résidence, appartement ou maison mal isolée, très souvent aussi des emplois directement dans les secteurs à décarboner, typiquement les emplois industriels, ou des emplois dans des secteurs déjà décarbonés, éducation, soins, santé, qui eux sont des emplois à très très bas salaire. Et donc, le processus de réponse socio-économique à la crise climatique, pour l'instant telle qu'elle est mise en œuvre, a un effet d'étirement du tissu social, crée des gagnants, crée des perdants, et en fait la répartition de ces gagnants et de ces perdants n'est pas binaire en fait dans la société. Vous avez évidemment des perdants très puissants, très riches, CATIP et l'investisseur dans l'énergie fossile, qui se défend avec ses outils, l'investissement, par exemple typiquement le rachat d'organes de presse, et puis vous avez le perdant de cette petite classe moyenne qui, lui ou elle, en réalité a assez peu de moyens, hein, il faut bien le dire, d'exprimer son mécontentement. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans les urnes. Et puis surtout, la grande différence entre ces deux groupes, c'est que les premiers, on connaît les instruments, c'est de la réglementation, c'est de la pénalisation, c'est du quota. En gros, c'est de la discipline économique standard, hein, si on peut dire, dans la mesure où les gouvernements sont capables de le faire. Et puis pour les autres, évidemment, si ce sont des sanctions qui tombent, alors là, vous compromettez votre capacité d'attirer autour d'un projet transformateur une masse critique de l'électorat, hein, avec son caractère de transversalité en termes de destin socio-économique. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse pour l'instant. Les grands discours universalistes de sortie de la dépendance fossile ne se traduisant pas dans la capacité à construire des groupes d'intérêt qui vont au-delà de la classe moyenne supérieure, moi par exemple, peut-être pas mal de gens dans cette salle, c'est là que ça bloque. Il y a un fossé, hein, qui se produit à l'intérieur de la classe moyenne. Certains pour lesquels la transition ne s'accompagne pas tellement de fardeaux, de pénalités. Vous vivez en ville, vous avez des bons diplômes, vous allez en travail en vélo au travail, etc., etc. C'est très différent, je sais pas, d'un chauffeur poids lourd dont le revenu est très bas, dont l'activité est directement liée aux émissions de gaz à effet de serre. Et là, c'est vraiment en fait, une zone d'affrontement, hein, socio-économique qui est très très importante et qui, à ce jour, n'a pas tout à fait l'objet d'une prise en charge en termes de construction du problème politique. Et là, j'inclus les projets gouvernementaux tels qu'on les a connus dans les dernières années en France et en Europe, y compris le Green Deal d'ailleurs. J'inclus aussi, hein, les réponses plus à gauche ou plus écologistes, qui en réalité ne construisent pas réellement leur agenda politique de cette manière. Donc voilà à peu près comment je considère que ce phénomène de backlash peut s'expliquer, mais il y a d'autres éléments que peut-être mon cher collègue va nous donner.
Merci beaucoup Pierre. Effectivement, là on a tout de suite été dans l'explication de ce phénomène, mais peut-être qu'on peut dézoomer un peu pour se demander, il y a effectivement des résistances, mais quelle est l'ampleur réelle de ce backlash, qu'il soit citoyen ou politique? Et donc Théodore, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ce qui est intéressant avec la question du backlash, et c'est vrai que ça peut être important de passer un petit moment pour essayer de définir ce que c'est ce phénomène, c'est qu'en fonction de la définition qu'on a du concept, on ne va pas avoir la même conclusion. Beaucoup de personnes ont pensé à un moment que backlash écologique, ça voulait dire opposition, résistance, mécontentement, conflit. En réalité, c'est normal que les politiques publiques créent de l'opposition, créent des résistances. C'est normal qu'une politique qui a des impacts distributifs importants crée des résistances. Mais ce qui fait qu'on a un phénomène de backlash, c'est que c'est un phénomène de réaction très puissant, très visible, relativement coordonné, qui ne s'attaque pas seulement à des politiques précises qui seraient injustes et qu'il faudrait supprimer, mais à l'ossature complète de l'action écologique. Et donc ce qu'on observe, c'est pour ça que si la question c'est est-ce que le backlash est d'une ampleur importante, si on considère que le backlash c'est ce mouvement de réaction contre un processus de transformation qui se manifeste par ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire une attaque générale à l'agenda écologique, alors le phénomène il est d'ampleur. On voit des politiques qui sont soit repoussées, soit annulées, typiquement les zones à faible émission, soit des nouvelles régulations anti-écologiques comme la loi du plomb qui sont acceptées en Europe ou qui sont acceptées en France, et en Europe on voit des phénomènes de modération, tout un ensemble de régulations qui faisaient partie du Green Deal. Mais on voit aussi une attaque à l'égard des acteurs qui défendent la question écologique. Et c'est ça qui fait qu'il y a backlash aussi. C'est qu'on ne s'oppose pas juste à la fin du véhicule thermique, on s'oppose à tous les écologistes. On voit d'ailleurs de plus en plus le sénateur Duplomb, d'ailleurs lui-même, pendant qu'il défendait sa loi, expliquait que le problème, c'était certaines personnalités écologistes qui nommaient directement. Donc, du coup, on voit aussi d'ailleurs dans les sondages qu'on a fait cet exercice avec un collègue, on a montré que depuis quelques années, l'opinion à l'égard du mouvement écologiste ou du parti écologiste s'est dégradée massivement. On peut discuter de qu'est-ce que fait le parti écologiste et pourquoi est-ce qu'il crée ce conflit, mais c'est intéressant de voir cette attaque à l'égard du mouvement. Et on voit par ailleurs tout un ensemble de, on va dire des pratiques de mouvements écologistes qui sont criminalisées. On pense par exemple au mouvement du saumon de la terre, etc. Alors que des mouvements anti-écologistes de certains lobbies à l'agro-industrie, eux, peuvent faire des choses qui ne sont pas autorisées par les mêmes acteurs écologistes. Donc c'est ce qui permet de dire qu'il y a une ampleur massive de ce phénomène de backlash. Mais du coup, si on revient en arrière sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça provoque, et ben en fait, pour comprendre comment on en est arrivé là, je pense qu'il faut concevoir le phénomène autour de 3 temporalités. On a commencé à en parler. Le backlash étant le phénomène 2 et 3 de ce que je vais raconter. Le phénomène 1, c'est l'étape 1, on en a parlé un peu, c'est qu'il y a eu un phénomène de transformation massif de la société. Enfin, on a eu des marches climat qui ont fait monter le sujet à l'agenda. Le sujet écologique était extrêmement saillant en 2019, élection européenne. On a donc non seulement 2 choses, un parti écologiste très fort, relativement fort au niveau européen, n'exagérons pas, et on a surtout une écologisation de tous les autres programmes politiques. Donc on se retrouve avec à Bruxelles une coalition qui va de la droite à la gauche, qui est plutôt d'accord sur le fait qu'il faut agir sur l'agenda écologique. Et ça c'est important parce que ça fait enjeu saillant, enjeu consensuel, les partis agissent relativement avec, enfin il y a des accords mais agissent. Et là c'est là que le bas blesse, c'est que du coup arrive dans un deuxième temps, comme on l'a dit, l'impact des politiques publiques qui créent des coûts. Les gens commencent localement, pas tous, mais commencent à percevoir les coûts et les impacts de certaines politiques écologiques, mais surtout l'extrême droite voit dans ce mécontentement l'opportunité d'instrumentaliser le mécontentement qui est localisé pour casser la coalition écologique. Et en fait, l'idée, ça a été théorisé par des chercheurs de la London School of Economics qui montrent qu'en fait, l'extrême droite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher les mécontents de toutes les autres coalitions politiques pour les ramener à la maison. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. L'étape 2, c'est la réaction. Enfin, c'est un peu un phénomène classique, mais c'est la réaction contre-mouvement qui nous explique, OK, les politiques sont trop chères, il faut qu'on revienne en arrière, et donc on va critiquer telle ou telle régulation environnementale. Et ce qui fait vraiment qu'il y a ce phénomène de backlash, c'est que face à cette instrumentalisation de la question par les partis d'extrême droite, à travers l'Europe, pas qu'en France, on n'a pas la réaction des acteurs écologistes qui permettrait de s'opposer à ce contre-mouvement. On a eu une espèce d'accommodation de la part de partis centristes, de centre-gauche, qui ont plutôt abandonné la question écologique. Des partis de gauche aussi, d'ailleurs, on peut le mesurer. Avec un collègue à nouveau, on mesure et on voit que les autres partis ont tendance à abandonner l'enjeu. Et du coup, ça laisse la voie libre, on va dire, à ces acteurs anti-écologiques qui veulent instrumentaliser cette question-là. Et on arrive à cette 3e étape, qui est l'étape dans laquelle on est maintenant, qui est la conséquence. On voit de moins en moins de régulations, j'ai commencé par ça, des régulations qui sont détricotées, des régulations qui sont repoussées, des régulations anti-écologiques, et surtout un enjeu qui, du coup, au fur et à mesure, disparaît de l'agenda, parce qu'il apparaît comme étant trop compliqué. En réalité, on se dit, oh là là. D'ailleurs, je rencontre des personnalités politiques qui disent c'est peut-être pas forcément une très bonne idée de parler d'écologie, parlons plutôt d'autres sujets qui sont plus saillants et plus importants. Du coup, l'enjeu disparaît, les régulations deviennent de plus en plus anti-écolo, et les acteurs qui portent ce message sont elles-mêmes attaqués. Donc on est dans cette situation-là où la réaction, pour l'instant, semble gagner, c'est pas perdu, on va en parler après des voies d'espoir,
Et c'est ça qui m'a permis, et je conclue là-dessus, sur le fait, c'est ça qui me permet de dire que le phénomène, c'est pas juste un phénomène citoyen, grassroots, où en fait des gens seraient mécontents, et d'un coup on se retrouverait avec un Green Deal complètement détricoté et un conflit majeur à l'Assemblée. C'est pas vrai. Il y a du mécontentement qui est localisé, il y a des perdants et des gagnants, il y a aussi un grand ventre mou de la société qui n'est pas directement exposé ou qui n'a pas forcément toujours conscience de son exposition. Ce qui s'est passé, c'est un phénomène politique avec des acteurs anti-écologiques qui ont politisé la question, parfois en exagérant certains risques, en instrumentalisant certaines craintes et en aboutissant à ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire un clivage majeur dans la société, un recul important, alors même que l'opposition dans la société n'a pas nécessairement augmenté. On pourrait y revenir après, mais c'est important de bien se dire en tête que les citoyens n'ont pas tellement bougé sur les questions écologiques. Merci beaucoup Théodore. Je vois que Madame la ministre, vous souhaitez réagir. Oui. Je voudrais rebondir parce que si on revient sur la France, le paysage politique mériterait d'être affiné. Parce que ce qu'on constate, et c'est d'ailleurs ce que vous montrez très bien dans, je crois que c'est dans l'écologie de guerre, c'est que le contrat social de post-Deuxième Guerre mondiale, il a été construit sur la carbonation de notre économie. C'est-à-dire qu'en gros, on a grillé toutes les ressources naturelles pour pouvoir distribuer du pouvoir d'achat et permettre à des États de se développer et permettre à des classes populaires et des classes moyennes d'avoir accès à une forme d'aisance. Alors on mettra ce qu'on voudra derrière cette aisance, est-ce qu'elle est suffisante ou pas, en tout cas à de la consommation. Ça c'est très clair. Et ça c'est encore encodé dans une partie de certains partis du nouveau Front populaire. Moi, pour avoir été à la négociation sur le budget 2025, je peux vous assurer que aucun, et je le dis très nettement, aucun des groupes politiques du NFP était capable de prioriser les mesures les plus importantes à leurs yeux. Aucun. Pourquoi ? Parce que du côté des écologistes, c'est quand même un drapeau que l'on claque au vent et donc on ne peut renoncer à rien et en fait il n'y a pas eu ce travail de priorisation. Du côté des communistes, il y a un héritage productiviste qui est assez affirmé et on le voit d'ailleurs dans certains débats dans des entreprises où des partis comme la CGT, des syndicats comme la CGT peinent parfois à l'inverse de la CFDT à aborder la question de la transition écologique au sein des entreprises et la question de la décarbonation et des efforts qu'il faut être faits, du partage des investissements, etc. Et le Parti socialiste s'est finalement un peu recroquevillé, attendant des écologistes de faire les propositions, puisqu'ils sont plus ou moins dans une coalition partagée. Le bloc central, je ne vais pas trahir de secret, est assez labile entre une aile gauche et une aile droite, et donc on retrouve un certain nombre de diversités. Ceci dit, c'est ce bloc-là qui a adopté, en France, les législations les plus structurantes. La loi climat-résilience est une législation extrêmement structurante, fondée sur une démarche qui a beaucoup été critiquée, qui était la Convention citoyenne pour le climat. Or, c'est celle qui a donné une des lois les plus structurantes à l'OCDE ces 5 dernières années. Si on est très factuel, et notamment tous les reculs aujourd'hui qui sont portés en bandoulière en disant c'est scandaleux, on revient sur les ZFE. Alors, c'est toujours pas voté, hein, je le dis, donc on n'est pas revenu sur les zones à faible émission, même si ça nous pend au nez à l'Assemblée nationale. On n'est pas encore revenu sur le zéro artificialisation nette, même s'il y a évidemment des tentatives de texte au Sénat, etc., etc. Mais avant que ce soit détricoté, attendons quand même que les lois soient votées jusqu'à leur terme. Pour avoir fait ce combat-là, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'étapes que l'on peut mettre, y compris sur la loi du plomb, ou ce qu'on avait dit d'ailleurs d'entrée de jeu, c'est-à-dire que l'interdiction de l'acétamipride, de toute façon, était anticonstitutionnelle et qu'on était en train de faire un théâtre d'ombre sur un sujet crispant par nature et qui a d'ailleurs montré que les Français n'étaient pas anti-écologistes. Parce que 2 millions de Français qui signent une pétition en laissant leur identité sur un site, parce que l'Assemblée nationale, vous devez laisser votre identité sur un site, c'est pas toto@gmail.com sur change.org, vous voyez, pour citer d'autres pétitions sur l'immigration, d'autres. Donc là, c'était vraiment une mobilisation des citoyens, mais pour revenir, on a donc un bloc central qui a beaucoup poussé l'agenda écologiste, mais en fait, tout le monde est comme la poule devant le cure-dent. C'est-à-dire que la question de la transformation, la question du partage de l'effort, la question du modèle de croissance
en évitant de tomber dans la caricature décroissance versus croissance et en oubliant que derrière la croissance, il y a la question de la valeur de chaque objet. Ce n'est pas juste de la quantité, la croissance, c'est la valeur. Est-ce que je préfère avoir un pull de grande valeur qui me tient toute ma vie, ou est-ce que je préfère 500 pulls de piètre valeur qui détruit la biodiversité? Donc c'est tous ces enjeux-là qui aujourd'hui sont insuffisamment pensés dans nos modèles économiques, sociaux, qui est vraiment l'impensé du sujet, sociaux. Et derrière la question du citoyen se pose la question du consommateur. Parce que, reprenez l'histoire de l'ultra fast fashion, par exemple, c'est un sujet qui n'est pas inintéressant. La mode, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 5 fois plus que l'aviation. Et vous voyez comment se joue aujourd'hui, là aussi, le théâtre d'ombre entre le consommateur qui finalement s'en trouve pas si mal de pouvoir se payer ce qu'il veut, le producteur, distributeur qui va vous raconter que la mode est un droit quasiment existentiel, ce qui quand même interroge sur nos valeurs, ce qui est désirable, ce qui est le bonheur, ce qui n'est pas désirable, et le régulateur qui est dépassé par quelque chose qui lui échappe, parce que par où qu'il l'attrape, en fait, il y a des capacités de contournement, et ce qui nous amène à voter une loi dont on affirme, j'affirme au niveau du Sénat, cette loi est contraire aux règles européennes, mais néanmoins je la fais voter pour essayer de faire bouger le logiciel collectif de l'Europe et de la France. Merci beaucoup. Alors, je suis obligée de nous accélérer un peu. Donc, on a pas mal avancé sur le diagnostic, la caractérisation de ce backlash. Je pense qu'il est temps de voir comment on sort de cette logique de conflictualisation, comment on peut inventer les conditions d'une transition juste, parce que finalement, ce que vous dites tous les trois, c'est que c'est avant tout les conditions, cette transition, qui ne sont pas aujourd'hui palpables par les citoyens, et que c'est ça qui est à l'origine de ce backlash. Alors, Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, selon vous, comment on élargit cette coalition climat que vous appelez de vos voeux? Je voudrais d'abord dire qu'il y a un point, on n'en a pas encore parlé, mais il faut bien y venir, qui peut sembler être déprimant, mais en réalité qui, en principe, politiquement, est un atout. C'est l'alignement mondial des droites extrêmes sur des politiques consistant à éroder en même temps l'infrastructure démocratique et toute possibilité de transformation des systèmes énergétiques, des formes de consommation. Si on peut appeler ça, c'est cette internationale nationaliste, antidémocratique. D'abord, c'est assez intéressant parce qu'elle... c'est une internationale qui ne dépend pas en fait de la situation énergétique des pays. Que aux États-Unis ou en Russie, qui sont des pays producteurs et exportateurs d'hydrocarbures, on retrouve ces intérêts-là, c'est pas tellement surprenant. Qu'on la retrouve aussi en France, un pays dont ce n'est quasiment pas le cas, c'est beaucoup plus surprenant. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce lien qui existe, pour dire les choses très entre l'extrême droite et ce refus conjoint du processus de démocratisation de la société et du processus de transformation écologique. Et je ne parle même pas d'autres aspects sur les droits des minorités, les migrations, etc. Ça, c'est très important. Et je pense qu'il y aurait toutes sortes de conclusions qu'on peut en tirer, mais il y en a quand même une assez simple. C'est qu'en fait, on ne peut plus produire d'espaces démocratiques ouverts où s'exerce la pensée critique, par exemple, des chercheurs, tout en conservant une base matérielle qui est celle qu'on avait choisi de développer disons après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est quand même un événement monumental parce que c'est un retournement de l'histoire. Dans l'histoire, le moteur de la démocratisation, c'est la classe ouvrière, industrielle, qui, en faisant fonctionner les usines, bénéficie de droits sociaux, matériels, politiques, qu'elle exprime et qui est le pilier, alors dans toute son imperfection, mais néanmoins le pilier des démocraties sociales partout où il en a existé sur cette planète.
Donc là, on a quand même une indication par la négative. Hein. On nous dit la transition, ça n'est pas démocratique, c'est un projet technocratique contre les faibles. On nous dit c'est au détriment de l'économie, c'est la chute, c'est la décroissance, etc. Pas nécessairement. Et puis on nous dit c'est contraire à la souveraineté, à l'indépendance. On l'a vu, je pense, assez bien depuis la guerre en Ukraine et depuis le revirement géopolitique des États-Unis sous Trump 2, que ça non plus n'est pas le cas. Donc il faut prendre très au sérieux les arguments, au fond, du seul et unique ennemi dont on puisse considérer qu'il est vraiment... vous voyez, là, je m'exprime en tant que chercheur, un peu en tant que citoyen aussi, mais je ne tremble pas tellement parce que c'est établi, quoi. Puis d'ailleurs, ça crève les yeux. Maintenant, il y a un autre aspect de la confrontation qui, alors lui, vraiment reste, on peut dire, en friche, hein, totalement, qui n'est pas structuré, me semble-t-il. C'est le combat, en fond, entre, si on prend le référentiel français, entre le centre droit, disons, d'inspiration libérale, et puis la gauche, social-démocrate, écologiste, voire plus critique. Et alors là, c'est très curieux, parce que, si vous voulez, il y a en quelque sorte un consensus sur l'incapacité de stabiliser l'espace démocratique et économique sans réaliser cette transition. Vous le lisez sous la plume de Mario Draghi, d'Enrico Letta, vous le lisez sous la plume de représentants du gouvernement ou d'anciens représentants du gouvernement en France, vous le lisez sous la plume de tous les partis de gauche français jusqu'à la France insoumise. En fait, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, il y a les débats sur l'origine des fonds, donc un débat budgétaire, voire peut-être monétaire, surtout dans un contexte de nécessité de restriction de la dépense publique. Vous avez un débat sur on peut dire, les fondements macroéconomiques de cette opération, planification directe, par nationalisation, investissement public, attraction de l'investissement privé, ou tout ça à la fois, selon les secteurs. Donc ça, ce débat-là, il est, à mon avis, dans un état d'anarchie quasi totale. Nous, les chercheurs, on a des papiers, on a des travaux, ça se structure, mais la structuration de la recherche et la structuration de la politique, ce sont deux choses qui ne vivent pas tout à fait à la même vitesse. Et c'est normal, hein, je ne suis pas du tout en train de dire si les politiques lisaient la recherche, ça irait mieux. Il y a d'autres contraintes. Donc là, je pense qu'on aurait besoin de s'asseoir 5 minutes, mais encore faut-il que l'espace public démocratique, en fait, soit animé par les questions réelles. Pour l'instant, dans une situation quichotesque où on se bat sur des problèmes irréels, fantasmatiques, avec de faux ennemis, avec de fausses solutions, avec de faux problèmes, et les chocs démographiques, quand je dis démographique, je veux dire vieillissement de la population, hein, pas autre chose, démographiques, écologiques et géopolitiques, on n'en parle pas, quasiment jamais. Et donc, il n'existe pas de chance, en réalité, pour que, non pas qu'on sorte de la polarisation, mais qu'on entre dans la bonne polarisation. Parce que la politique sans polarisation, ça n'existe pas. Hein. Qu'on entre dans les bons types de polarisation. Moi, je ne peux pas faire beaucoup plus que essayer d'indiquer là où se trouvent les bons problèmes et là où se trouvent les mauvais. Après, c'est aux représentants politiques, selon la formule classique, de prendre leurs responsabilités. Alors, je pense que le passage de micro est tout indiqué. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous indiquer justement comment vous, dans l'exercice de vos fonctions et dans le futur de vos fonctions à l'Assemblée, vous comptez justement prendre acte de ces dynamiques de polarisation, de ces dynamiques géopolitiques, pour essayer de construire des ponts entre les différentes coalitions d'acteurs pour justement élargir l'adhésion des citoyens à la transition écologique et à une transition juste? Alors, la première difficulté, c'est d'arriver à avoir effectivement un débat qui s'inscrit dans une forme de nuance. C'est-à-dire que les derniers débats que l'on a pu avoir qui ont touché à la question écologique, que ce soit les zones à faible émission, que ce soit, y compris d'ailleurs la loi Duplon qui a été assez royalement caricaturée par les deux bords, d'une certaine manière. On a l'impression d'avoir un combat entre les Horaces et les Curiaces, et avec des arguments qui avaient très lointainement dépassé la science. C'est-à-dire que la science n'était plus convoquée, je le dis très calmement, puisque moi j'étais contre la réintroduction des néonicotinoïdes en France, mais si vous voulez, on était dans vraiment les punchlines chocs
D'un côté, c'était la fin de l'agriculture française. De l'autre côté, c'était une épidémie de cancer pédiatrique. Je veux dire, ni l'un ni l'autre n'était vrai. D'un côté, c'était des difficultés à penser pour l'agriculture française, et de l'autre côté, c'est un sujet de santé publique à prendre très au sérieux. Là, on peut commencer à se retrouver et à réussir à essayer de bâtir une approche bénéfice-risque. Mais si effectivement on caricature les débats, eh bien, c'est la polarisation que l'on constate, qui n'est pas propre à la France d'ailleurs, hein, parce que regardez la Pologne, regardez l'Italie, regardez la Tchéquie, regardez les Pays-Bas, regardez évidemment les États-Unis. Cette polarisation, on la constate, et on commence à voir, phénomène nouveau de mon point de vue, en Europe, une contestation, y compris des scientifiques, cette fois-ci, c'est-à-dire des fondements du débat, parce que les scientifiques doivent nous dire quels sont en gros les périmètres du connu, les périmètres d'ailleurs de ce qu'on ne connaît pas, et ensuite les politiques peuvent articuler des solutions différentes. Et le débat politique se déroule et le citoyen tranche selon sa conscience en fonction des éléments qui lui sont apportés à la fois par la science, le terrain de jeu, et par les politiques, leurs propositions de solutions face à ces sujets. Ce terrain de jeu-là, on ne l'a plus. Alors, il faut un débat politique, il faut un débat démocratique, et un des éléments, certains sociologues l'expriment d'ailleurs, de ce backlash écologique, c'est aussi qu'on n'a pas pris ce temps de débat démocratique. Il est vrai que les dernières élections, à part les européennes, ont été des élections qui ont souvent été un peu, volées, ou en tout cas où le débat ne s'est pas tenu, ne s'est pas déployé de manière habituelle. Pensez aux municipales en 2020 avec le virus du Covid, pensez en 2021 rebelote avec les régionales et les départementales. Donc les élections présidentielles et législatives ont quand même été beaucoup prises dans la nasse de la guerre en Ukraine. Et l'élection européenne s'est tenue avec un débat d'ailleurs plutôt de qualité, qui a commencé à réouvrir et à faire, je pense, respirer le débat public. Et les législatives se sont tenues en 3 semaines, ce qui n'a jamais favorisé un débat de qualité, si on se parle franchement. Moi qui suis allée sur le terrain, les Français, lorsque vous le... Pas-de-Calais, hein, donc Pas-de-Calais pour planter le décor, 12 députés, 10 députés RN, dont 6 élus au premier tour à plus de 50%, 2 qui résistent du bloc central, 1 qui passe à 50,5% et moi qui passe à 56%. Et ma dernière semaine de campagne se fait en porte-à-porte, 80 km à pied de porte-à-porte, et les gens, quand je leur parle d'écologie, c'est limite s'ils ne me ferment pas la porte au nez. Et j'ai fait parler. Et quand vous les faites parler, ils vous parlent de qualité de l'eau, ils vous parlent de qualité de l'air, ils vous parlent de ce que mangent leurs gamins à la cantine, ils vous parlent de leur inquiétude parce qu'il y a une décharge sauvage dans la forêt d'à côté. Et donc, vous les faites parler, et à un moment, vous leur dites, ça fait 10 minutes que vous me parlez d'écologie. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, j'aime pas les écologistes. OK. Donc, on met de côté les termes qui fâchent et on va essayer de parler du fond. Votre rapport à la nature, la lutte contre les pollutions, la question de votre facture énergétique, la précarité énergétique. Et là, on peut commencer à enclencher des choses. Alors, comment on les enclenche ? C'est la question, me semble-t-il, des co-bénéfices. Et celui qui marche le mieux, on peut tourner comme on veut, c'est la santé. La preuve, la loi du plomb. C'est vraiment le levier qui fait bouger au travers des générations et sur tout le territoire ruraux et urbains. Mais il y a aussi d'autres co-bénéfices, la question du pouvoir d'achat. Le deuxième sujet, c'est d'arrêter de parler de la planète. Le combat écologique, on ne le fait pas pour la planète. La planète, elle a survécu à 5 grandes extinctions. Rassurez-vous, elle survivra à notre extinction. Ce n'est pas un sujet. En revanche, on le fait pour nous. Et on ne le fait pas pour les générations futures, on le fait pour nos générations. Un gamin qui naît aujourd'hui, il a 75 ans en 2100, s'il arrive en 2100. Donc, le sujet qui se pose, il est ici et maintenant. Et c'est comment, effectivement, on arrive à remettre les citoyens dans un débat qui les concerne, au premier chef, en tant que victime et potentiellement en tant que bourreau, puisque animé par un certain nombre de modes de consommation qui peuvent avoir un impact sur la planète. Et là, on commence à toucher, me semble-t-il, la capacité
à poser le débat. Et puis dernière chose, il faut montrer que ça marche. Qui dit aujourd'hui qu'on a baissé nos émissions de gaz à effet de serre, enfin qu'on les baissera en fin d'année de 25% en 8 ans. 25%. Ce n'est pas exactement l'épaisseur du trait. L'économie ne s'est pas effondrée. Le chômage n'a pas explosé. Qui dit aujourd'hui que depuis 2015, on a baissé la pollution de l'air des grandes villes de 30%. Ce qui veut dire que des politiques publiques qui sont ciblées et qui n'ont rien inventé, je veux dire, c'est du copier, enfin on se pique les idées entre pays, ça fonctionne. Un budget, une politique, rénovation thermique, il y a plein de solutions aujourd'hui qui, d'un point de vue écologique, permettent, qui sont sans regret, qui ne coûtent pas si cher, contrairement aussi à ce qu'on cultive comme vision. Et il nous appartient effectivement de porter ces vraies solutions à de vrais problèmes. Donc c'est là aussi où le format démocratique est questionnable, avec la part de voix des médias, la part de voix des réseaux sociaux et la part de voix d'un certain nombre d'intérêts, y compris financiers, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le budget du ministère de la Transition écologique pour la communication, c'est quelques millions d'euros. Vous n'avez pas une grande entreprise qui, dans son budget publicité, ce n'est pas du tout un reproche, ne se compte pas en dizaines de millions d'euros. Donc la part de voix de ce qui pourrait être une notion de c'est quoi l'intérêt général ou c'est quoi, lorsqu'on fait des campagnes de sobriété énergétique, c'est des campagnes qui sont minuscules au regard d'une grande campagne de Chine ou une grande campagne pour, je sais pas, pour une énergie qui n'est pas décarbonée. Voilà. Merci beaucoup. Une question très rapide pour Théodore, parce que je souhaiterais qu'on laisse le temps au public de poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent nous permettre de refaire de la transition un projet fédérateur et mobilisateur en France ? Oui, et l'avantage, c'est que les sciences sociales, quand même, peuvent apporter des réponses. Le politique, c'est lui qui tranche à la fin, mais l'intérêt des sciences sociales empiriques, notamment, c'est qu'elles peuvent étudier des cas qui réussissent et qui peuvent permettre de montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et moi, j'insisterai sur deux éléments. D'abord, qu'est-ce qu'on fait au niveau des politiques publiques écologiques ? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de manière plus générale autour de l'enjeu écologique dans la sphère politique ? Sur les politiques publiques, on a de nombreux travaux qui montrent que si on fait les politiques publiques écologiques de la bonne manière, c'est-à-dire juste avec de l'implication, avec de la participation, avec des mécanismes de compensation et d'accompagnement, ça fonctionne. Je prends toujours ces exemples-là, des zones à faible émission. Si on ne met pas de mécanisme de compensation en place, c'est vrai que ça crée de l'opposition. Et c'est d'ailleurs sur ça qu'a pu se structurer l'opposition aux ZFE en France. C'est parce que si on n'accompagne pas les gens, qu'on n'a pas d'aide à la mobilité décarbonée, forcément on va s'opposer. Alors que de la même manière, si on accompagne la transition vers des véhicules décarbonés, vers des petits véhicules électriques, les transports publics, les gens ne vont pas voter pour l'extrême droite. Ça prouve bien qu'il n'y a pas une opposition de base à la question écologique, il y a une opposition à des politiques écologiques qui ont des impacts distributifs qui ne sont pas pris en compte. De la même manière, au-delà de l'accompagnement, enfin la compensation pour certains coûts, il y a l'accompagnement des emplois. Moi, j'ai rencontré une jeune ingénieure en Lorraine, donc dans le bassin de la Lorraine, qui est très désindustrialisée. Elle avait encore un emploi industriel, mais elle disait, avec la fin du véhicule thermique, elle travaillait dans une entreprise qui faisait des boîtes de vitesse. Qui dit fin du véhicule thermique dit qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, parce qu'on fait des véhicules électriques. Et elle me disait, elle disait, moi je suis très écolo, je suis très en accord avec l'objectif. Par contre, moi je fais comment si j'ai plus d'emploi demain ? Et c'est le cas à la limite. Elle disait, moi j'ai 28 ans. Par contre, quid des gens qui ont 45, 50, 55 ans ? Et là, on voit bien qu'il y a une crainte. Et là, à nouveau, il y a des travaux de sciences sociales qui ont permis de démontrer que dès qu'on accompagne les gens vers soit la formation vers d'autres emplois, s'ils sont jeunes, soit des pré-retraites, et qu'on inclut les gens dans la prise de décision autour de ces transformations-là, les gens sont en soutien. Et je vais faire la pub pour mon propre travail de recherche, mais j'ai aussi un des trucs qui m'a beaucoup intéressé quand je faisais mes entretiens sur le terrain, parce que je passe beaucoup de temps à rencontrer des gens en zone rurale, en zone périurbaine pour parler d'écologie. Et souvent, les gens sont modérément contre, modérément pour. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt favorables à l'action, mais ils ont des craintes vis-à-vis de certains impacts. Et en fait, beaucoup me citaient les jets privés, les riches, les élites, etc. Et en fait, je me disais, mais en fait, il est possible que les gens soient favorables à l'action si tant est que l'effort soit partagé. On a réussi à le montrer avec des collègues, avec un gros sondage, on a divisé, je vous passe les détails, on a montré que quand on met une politique coûteuse, typiquement une réduction de la vitesse sur l'autoroute, on a 50-50. Donc on a 50% de gens qui sont contre. On peut bien s'imaginer que ça ne marche pas, une politique avec 50% de gens qui sont contre. Par contre, si en même temps on interdit le jet privé, on a 75% de soutien. Et l'idée derrière, c'est pas juste de dire il faut aller embêter les ultra-riches, c'est juste qu'il faut montrer aux citoyens qu'en fait on prend sérieusement l'enjeu écologique en considération et donc on va partager l'effort. Et ce que j'aime avec cette étude, c'est qu'elle démontre que même sans compenser le coût de cette réduction de la vitesse sur l'autoroute, ça va quand même être réduit, et les gens ils sont dans l'action si jamais on partage l'effort.
Donc ça, c'est un peu des billes pour dire qu'on peut faire des meilleures politiques écologiques qui vont créer l'adhésion, qui va être suffisamment majoritaire pour créer de l'enthousiasme. Et je conclurai par faire écho en réalité à ce que vous venez de dire sur l'éco-bénéfice, mais plus généralement, l'écologie, ça peut être la matrice politique des programmes politiques des prochaines années. Pas pour dire il faut tout soit écologie, mais c'est juste c'est facile de démontrer que si on met de l'écologie dans le logement, dans la mobilité, dans l'alimentation, les gens adhèrent à ces propositions. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut politiser l'enjeu écologique. Politiser, c'est pas un mauvais terme, ça ne veut pas dire qu'on va créer du conflit dans tous les sens, qu'on va polariser, même si en effet la polarisation fait partie de la démocratie. Mais ça veut dire mettre le sujet dans le débat. Or, ça a bien été monté par Quota Climat et les collègues de l'Observatoire des médias sur l'écologie, c'est un sujet qui n'est plus vraiment dans le débat, 3-4% du temps d'antenne. Et donc du coup, il se passe quoi? Il se passe qu'on a des régulations qui sont contre l'intérêt des gens qui sont adoptées. Alors si on met l'écologie au centre du débat, comme on l'a fait avec la loi du plomb, avec la pétition, et ben les gens ils se mobilisent. Et c'était pareil en 2019, quand l'écologie est à l'agenda, les partis politiques doivent se positionner, apporter des réponses justes, comme on l'a expliqué précédemment, et on peut apporter des réponses. Et du coup, je prends un exemple typiquement sur le pouvoir d'achat. Le Climate Change Committee du gouvernement britannique a montré que si on faisait juste la transition des logements et de la mobilité, juste logement mobilité, donc rénovation mobilité, on économise en 2050 1 700 € par an, par foyer. Il y a peu de politiques qui vont faire récupérer à la classe moyenne 1 700 € par an de pouvoir d'achat. Donc c'est juste un exemple pour dire que si on politise le sujet et qu'on apporte les réponses, il est très probable que c'est plutôt les anti-écolos qui vont être révélés comme étant la fraude des gens qui maintiennent les citoyens dans le statu quo anti-pouvoir d'achat et anti-souveraineté. Merci beaucoup Théodore. Alors maintenant je me tourne vers la salle pour voir s'il y a des questions. Il y a un micro qui va circuler, donc signalez-vous. Je vois quelqu'un. Là on va prendre quelques questions d'un coup et après les panélistes vont y répondre. Bonjour, merci beaucoup pour les interventions, c'était vraiment super intéressant. La question c'est donc pourquoi l'écologie divise-t-elle autant? J'imagine que le fait qu'il y ait des chaînes d'information qui diffusent de la désinformation sur le climat en continu, ça n'aide pas le débat public. Vous parlez d'écologie punitive, typiquement ce n'est pas une expression qui a émergé d'un bar PMU, mais c'est des cabinets de conseil qui sont payés très cher par des groupes d'intérêt pour justement venir parasiter le débat, des groupes d'intérêt qui jouent au Monopoly avec les médias. Qui ont un pouvoir d'influence très fort, on les connaît, on connaît leurs noms, c'est des individus. Est-ce qu'on ne peut pas attendre du politique une forme de protagonisme un peu plus importante vis-à-vis des individus qui sont clairement en guerre quasiment contre justement la transition écologique? On prend quelques autres questions. Bonjour, merci pour vos interventions respectives. La successeur d'Agnès Pannier-Runacher, c'est Monique Barbu, une actrice de la société civile, ancienne responsable chez WWF. Que vous ayez bossé dans des cabinets ministériels ou dans des laboratoires de recherche, est-ce que ça vous inspire quelque chose qu'une actrice de la société civile soit nommée à ce poste-là? Est-ce qu'on peut croire à un quelconque changement ou est-ce que ça reste les mêmes personnes au même poste finalement? Merci. Il y a une dame devant aussi. J'ai lu dans Reporter que produire des biocarburants émettait plus de gaz à effet de serre que les carburants non alternatifs. Donc on voit bien qu'aucune réponse n'est simple dès lors qu'il s'agit de transition écologique. On voit aussi que face à la situation géopolitique internationale, on a tendance à mettre beaucoup d'argent dans l'armement. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de vertueux au plan écologique non plus. Donc comment est-ce que vous voyez les 5 à 10 prochaines années sur un plan on va dire pourcentage de succès, d'avoir nos grands champs industriels qui arrivent à faire leur transition? Et une quatrième au fond, et après je vous laisserai répondre. Bonsoir, merci beaucoup de vos interventions. Vous avez beaucoup parlé à la fois du backlash, mais aussi du soutien qui demeure dans la population, de l'engagement, de la volonté d'agir. Et je voudrais revenir sur une expérience qui a eu lieu cet après-midi à Sciences Po, où pour la Climate Week a été organisée une convention citoyenne étudiante. Je me demandais dans quelle mesure vous pensez que c'est une bonne solution de massifier ce genre d'exercice, puisque vous avez tous indiqué qu'il fallait remettre les citoyens dans un débat qui les concerne, qu'il fallait faire les bons arbitrages, qu'il fallait écouter les gens, qu'il fallait déterminer
ensemble, collectivement, qui étaient les gagnants et les perdants, et pas que ce soit déterminé de façon technocratique. Et il me semble qu'en filigrane, ce qu'on entend dans tout ce que vous dites, c'est qu'il faudrait que des débats citoyens sur les questions de transition, qui ne soient pas des débats d'opposition qui polarisent, mais au contraire des débats qui créent du consensus et des politiques publiques acceptables pour tous, se massifient. Alors est-ce que c'est ça qu'on entend, est-ce que c'est ça que vous avez dit aujourd'hui ? Pierre, allez-y. Oui, je ne réponds pas à tout, je laisserai les collègues poursuivre. Juste 2 points qui me semblent particulièrement intéressants, en tout cas de mon point de vue, sur l'information et sur la Convention citoyenne. Alors, mon expérience de chercheur me conduit à des conclusions un petit peu non consensuelles, disons, sur cette question. Je pense qu'il ne faut surtout pas se focaliser sur les questions de désinformation. Ce sur quoi il faut se focaliser, c'est les raisons de la désinformation, c'est-à-dire l'économie générale des médias, en gros la capacité vraiment mais exceptionnelle, enfin la facilité exceptionnelle qu'il y a dans un pays comme la France à convertir du pouvoir économique en pouvoir médiatique. Ça, on peut le dire très simplement, c'est une entrave pure et simple au mécanisme démocratique. Qu'il s'agisse des informations sur l'énergie ou sur le climat ou sur autre chose, à la limite, honnêtement, peu importe en fait. Si quelqu'un qui a du capital privé dans sa poche peut transformer ce qu'il y a dans sa poche en influence médiatique, en fait, c'est juste, on ne vit pas en démocratie, quoi. Donc là, c'est aussi simple que ça. Parce que par ailleurs, la raison pour laquelle les arguments climato-sceptiques marchent aussi bien, c'est pas juste qu'il y a de la mauvaise presse, c'est qu'en fait, il y a des gens qui souffrent directement des politiques climatiques, et tant qu'ils en souffriront, ils croiront ce qu'on leur raconte sur CNews et autres. Donc le problème est là. Sur les conventions citoyennes, là aussi, avis un petit peu non consensuel. C'est pour ça que je chope le micro vite avant de le dire. Je pense que, en fait, tout ce qu'on vous a expliqué là, même s'il y a des explications différentes, mais va dans le sens d'une transformation méthodologique monumentale. C'est-à-dire que, évidemment, si vous prenez des citoyens au hasard, que vous les exposez de manière intensive pendant des jours et des jours à de l'information, pour le coup, de qualité, évidemment, à la fin, ils sortent, ils sont écolos, ils vous disent à peu près qu'est-ce qu'il est possible de faire, ils sont dans le cône de possibilités raisonnables sur le plan technologique, régulatoire, économique. Bah, évidemment, c'est normal. Le problème, c'est qu'une démocratie, encore une fois, ça ne marche pas comme ça. On ne met jamais les gens in vitro dans une situation d'information idéale. Les gens, ils arrivent en démocratie avec leur point de vue, leur travail, leurs revenus, leur expérience, la région où ils habitent, etc. etc. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, l'expérience disons, les expérimentations démocratiques, c'est jamais une mauvaise chose. Mais tout ce que ça nous apprend, c'est qu'en fait, un écart monumental existe entre le citoyen, on peut dire, avec son point de vue situé, et le citoyen recréé par ce processus d'information artificielle qu'on ne peut pas faire à l'échelle de 70 millions de personnes. Donc ça, je pense que c'est très important, et c'est en quelque sorte ce qui a pêché dans les 10 ou 20 dernières années. J'aurais bien dit un mot sur la guerre aussi, mais le temps presse. Alors, je vais être à peu près sur la même ligne sur la régulation de ceux qui s'opposent à la transition écologique. D'abord parce que je trouve qu'il y a un climat un tout petit peu propice sur plusieurs débats à remettre en question un certain nombre de libertés publiques, et je suis très vigilante parce que moi j'ai l'âge de mes artères, j'ai dépassé 50 ans, et je préfère qu'il y ait la possibilité de s'exprimer, y compris des expressions qui sont malheureuses, qu'on définisse une ligne de bien-pensance. Et vous savez qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée, qui est conduite par Stéphane de Lautrette, qui est partisan, transpartisane. Et justement, on a eu cette discussion avec Stéphane de savoir comment trouver le juste milieu sur la mésinformation et la désinformation. Parce que si on tombe de l'autre côté du cheval en disant, si vous dites quelque chose qui est contraire à... Alors, des comportements, c'est comme ça qu'il est écrit là, des comportements qui seraient ceux que l'on attend pour conduire la transition écologique, on finit par devenir extraordinairement normatif. Et donc, c'est légèrement attentatoire aux libertés publiques. Et je pense, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout l'intention de la loi, mais on voit bien que cet élément-là est problématique. Et surtout,
compter sur les médias pour savoir se réinventer et contourner l'obstacle. Et créer quelque part l'idée qu'il y aurait des gens qui auraient un narratif qu'on vous impose contre votre intérêt de citoyen et que la vraie vérité, elle se trouve ailleurs et vous aurez des médias alternatifs qui vous abreuveront de contre-vérités qui seront aussi des horreurs scientifiques et des horreurs sur la transition écologique. Ça existe déjà, donc attention à cette tentation. Il vaut mieux monter le son sur la part de voix de ceux qui portent la transition écologique. Ça pose la question notamment de la sphère publique, des médias, qui a un rôle dans son contrat d'objectifs et de performance d'ailleurs sur ces sujets-là, comment on leur donne plus de moyens, plus d'impact, plus de capacité à parler. Ça pose la question aussi de la manière dont le politique se saisit de ce sujet et dont les scientifiques rentrent dans l'arène aussi, peut-être pour dire plus fort et utiliser mieux ces outils médiatiques, parce qu'ils sont aussi mis à leur disposition sans rentrer dans le débat politique, mais au moins pour réitérer combien de journalistes de Météo France ont été attaqués. Météo France, c'est une administration. Et combien nous avons dû intervenir, y compris par des signalements sur la plateforme Pharos de harcèlement. Donc, c'est des sujets en tout cas, moi, je prenais très au sérieux. Sur Monique Barbu, fun fact, je viens aussi de la société civile. Donc, voilà. Moi, je n'ai jamais eu d'engagement politique avant de devenir secrétaire d'État à l'économie il y a 7 ans et effectivement, de fil en aiguille, de porter différents combats. Moi, j'ai une grande confiance dans Monique Barbu. On partage totalement la vision pour l'objectif 2040 et la COP 30 à Belém. On a beaucoup discuté ensemble et je pense que quand vous avez une personnalité, peu importe son parcours antérieur, qui porte un combat dans lequel elle a une sincérité, oui, ça fonctionne. Après, les ministres n'ont pas tous les pouvoirs. Ça ne vous a pas échappé. Il semblerait que tout Premier ministre qu'on soit n'arrive pas à faire passer des budgets. Vous imaginez bien qu'une politique écologique qui ne fait pas d'ailleurs l'unanimité au sein d'un gouvernement et encore moins au sein de l'Assemblée nationale, ça ne se fait pas comme ça. Et il faut admettre qu'à l'Assemblée nationale, vous avez 143 députés d'extrême droite qui ont clairement un agenda qui n'est pas aligné avec la transition écologique et que ces gens-là ont été portés à l'Assemblée nationale par 11 millions de Français. C'est un fait politique. Et donc, il faut l'entendre, ce fait politique. Et j'ajoute certains propos un peu étonnants qu'on entend chez les Républicains et qui désespèrent, y compris le groupe des Républicains écolos, car il y en a un, et qui me dit, bon, écoute, pour le moment, ce n'est pas trop la peine d'en parler, on va attendre que ça passe. Voilà. Sur les biocarburants, pour le faire très court, on va avoir plein de solutions technologiques qui vont nous être jetées à la figure et qui sont censées réparer tout, faire papa, maman et le café, et nous permettre de passer ce moment difficile sans avoir à faire d'efforts. Bon, ben, ça ne marche pas. Sur les biocarburants, désolé, ça ne marche pas. Par contre, il y a des solutions qui fonctionnent. La sobriété fonctionne toujours. La sobriété fonctionne toujours. C'est un investissement qui a le maximum d'impact. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai porté sur l'énergie et sur d'autres sujets. Et la planification écologique va assez loin aujourd'hui. Il ne faut pas tirer sur ce qui a été fait. Ce qui a été fait par le secrétariat général à la planification écologique, ce qui a été fait par RTE, qui est un rapport de plus de 1000 pages sur nos systèmes énergétiques, peu de pays en disposent. Peu de pays en disposent. Vous avez les Britanniques qui sont assez avancés, l'Espagne, mais enfin, c'est peut-être 10 pays qui ont vraiment creusé ces sujets-là de manière aussi intense. Après, chacun a des points de force et des points de faiblesse. Nous, on est assez bon sur le mix énergétique, parce qu'en plus, on a cette spécificité du nucléaire, mais aussi des renouvelables. On a autant de renouvelables que les Allemands. Ayez-le en tête, on a tendance à l'oublier. Donc, il y a des fondements qui existent et qui sont assez solides et qui tracent quand même des chemins. Les décisions à prendre pour les 5 ans qui viennent et qui nous permettraient grosso modo de ne pas faire trop de bêtises, elles sont sur la table, elles sont compétitives en prix, elles profitent aux citoyens. Donc la question, c'est effectivement comment politiquement on est capable de les porter et de faire que les citoyens s'y reconnaissent. Et ça fait la transition avec la dernière question. Je ne sais pas si ça fonctionne avec des conventions citoyennes, mais je sais qu'au niveau des collectivités locales, il y a évidemment quelque chose à jouer.
Les collectivités locales, il y a des municipales qui arrivent. Les maires sont les premiers à vous dire que ceux qui ont 2 ou 3 mandats, ils mettaient 10% de leur investissement il y a 2 mandats sur l'écologie, ils vont mettre 50% ou plus sur l'écologie dans les mandats à venir. Pourquoi ? Lutte contre les inondations, retrait de la ligne de côte, problématique de précarité énergétique, rénovation thermique de leurs bâtiments publics. Tout ça leur tombe dessus aujourd'hui. Question de la rénovation des écoles. Tout ça leur tombe dessus de manière très concrète. Mobilité. Ils sont confrontés aux enjeux de mobilité, mobilité douce. Vous avez énormément d'élus locaux, de droite, de gauche. Il y a une étude de l'Institut Montaigne qui doit sortir en amont des municipales pour en gros regarder comment les maires s'en sont sortis sur les différents agendas de gestion des finances publiques, d'écologie et d'autres, de sécurité, enfin 4 grands thèmes de mémoire. Et vous verrez que c'est assez indifférent à la couleur politique. La question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a sur le terrain une capacité à créer une mayonnaise avec les parties prenantes, associations, entreprises, élus locaux et citoyens. Et ça fonctionne sur des territoires. Et ce sont ces exemples-là, c'est un peu ce que vous dites, qu'il faut donner à voir aussi, plutôt que de se morfondre dans le déni ou la tristesse, alors que l'action sur le terrain en matière écologique n'a jamais été aussi importante. Regardez vous-même comment vous avez changé vos comportements ces 5 dernières années. Merci beaucoup. Théodore, 1 minute pour un mot de la fin. Il ne faut jamais parler après une personnalité politique, sinon... mais oui, moi, 2 mots de réaction. La première chose, sur les médias, si ça vous intéresse, la désinformation, demain, il y a une conférence de Quota Climat, où je vais en parler demain, donc on pourra en parler demain si vous voulez, mais il y a un grand moment d'1h30, 2 heures, on va justement parler de la question de la désinformation. Et la désinformation, c'est quand même fondamental, parce que ça a été démontré par les sciences sociales que ça permet d'entretenir le doute sur les solutions et le problème. Et d'ailleurs, ça a bien été montré par le dernier rapport de cette ONG, qui montre qu'autour de moments clés, typiquement les zones à faible émission, qui vraiment m'intéressent beaucoup, mais typiquement toutes les zones à faible émission, il y a une énorme explosion de désinformation, avec des acteurs d'extrême droite, populistes, qui nous expliquaient à cette époque qu'il y avait 10-12 millions de gens impactés par les ZFE, 13 millions, alors qu'en réalité c'était 5 à 6 fois moins. Donc là on voit bien, comme disait Pierre Charbonnier, c'est parce qu'il y a des craintes au sein de la population, mais la désinformation, elle vient exploser ces craintes, générer des craintes auprès de gens qui ne sont pas exposés, justement parce qu'il n'y a pas de contrôle de ce qui est dit sur les plateaux de certaines chaînes privées. Et la conclusion juste sur les... Moi, je suis très content que madame parle du biocarburant, parce que c'est une opération du backlash aussi. C'est quand des acteurs se rendent compte qu'il y a un mouvement qui a une transition écologique, qu'on ne peut pas complètement maintenir le véhicule thermique. On voit au niveau européen, notamment en Allemagne, des acteurs qui expliquent qu'en fait, il faudrait juste autoriser les biocarburants. Ce serait une manière de ne pas juste faire de l'électrique. En réalité, c'est une manière de reproduire un système qui ne fonctionne pas, alors que le véhicule électrique, c'est beaucoup plus écolo, beaucoup moins cher à l'usage, 2 à 7 fois moins cher à l'usage qu'un véhicule thermique, notamment c'est les petits véhicules, et ça crée de l'emploi parce qu'on sait que la nouvelle Renault 5 est construite à Douai. Donc voilà. Et ben voilà, donc acheter des véhicules électriques. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on a eu des éclairages complémentaires et lucides ce soir. On sait maintenant que pour élargir notre coalition, on a besoin de parler de co-bénéfices, qu'il faut politiser la question écologique et aussi qu'il nous faut un débat éclairé et nuancé. Un débat nuancé, c'est ce qu'on essaye de faire à Sciences Po avec la Paris Climate School, mais aussi tout au long de cette semaine avec la Paris Climate and Nature Week. Donc Théodore a déjà fait du teasing pour l'événement sur la désinformation climatique demain matin. Il y aura aussi un événement sur le nouveau livre de Pierre Charbonnier auquel vous pouvez assister demain à 18h30 et plein d'autres événements passionnants sur tous les aspects qui sont fondamentaux pour faire avancer la transition écologique. Donc on vous donne rendez-vous à ces événements et merci beaucoup d'être venus ce soir.